Bienvenue dans cette vidéo concernant les niveaux logiques de Diels. Alors, dans la vidéo d'introduction, je vous ai rapidement présenté ce qu'étaient les niveaux logiques et à quoi ça servait. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Je vous l'ai dit, il y a 6 niveaux. Le premier niveau, c'est l'environnement. L'environnement, c'est tout ce qui est extérieur à moi. Autrement dit, les gens avec qui je vis ou les gens que je fréquente, le lieu dans lequel je vis, le temps qu'il fait, l'argent que j'ai ou que je n'ai pas, tout ça, ce sont des éléments extérieurs qui vont être dans mon environnement. Alors, ce qui va être intéressant quand on a un client ou une personne en face de nous, ça va être intéressant d'écouter où est-ce qu'elle va poser sa problématique. Est-ce qu'elle va la poser dans son environnement? Si elle la pose dans son environnement, il y a une chance que la personne, elle se déresponsabilise. Je m'explique. Si la personne, elle vient vous dire « j'ai un vrai problème, au travail, je me fais harceler ». Là, elle pose sa problématique dans son environnement. C'est pas de sa faute, au travail, elle se fait harceler. Deuxième exemple, toujours lié au monde du travail, imaginez un chef d'entreprise ou un manager qui vient vous voir et qui vous dit « j'ai un gros problème, mes collaborateurs sont peu efficaces, ils n'obéissent pas, ils font n'importe quoi, il faut tout le temps que je les recadre, vraiment je n'en peux plus à cause d'eux. » Et là aussi, je pose ma problématique à l'extérieur de moi, dans mon environnement. Mais je pourrais aussi dire en ce moment ça va pas du tout parce que j'arrive plus à avancer, j'ai mal parce que j'ai mal au genou et du coup comme j'ai un problème de genou, eh bien je m'en sors pas. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est aussi poser son problème dans son environnement, puisque dans la façon dont la personne va présenter les choses, on entend que finalement, c'est pas de sa faute. Si ça va pas, c'est la faute de son genou. Et c'est de la déresponsabilisation. C'est mon genou qui merde, c'est pas moi. Moi, ça va, mais sans ce genou, tout irait bien pour moi. C'est un chouïa plus compliqué à comprendre, mais malgré tout, vous voyez que c'est pas de sa faute, c'est la faute du genou. Donc, c'est posé dans son environnement. Quand la personne, elle pose sa problématique dans son environnement, c'est souvent qu'elle se déresponsabilise. Donc notre premier boulot, ça va être de faire prendre conscience à la personne qu'elle a un impact sur son environnement et qu'en fait elle n'est pas dénuée de moyens et qu'en fait elle a peut-être même une influence directe sur son environnement. Et peut-être même, allez savoir, quelle est la cause de son propre problème. Si je reprends la personne qui se fait harceler au travail par exemple, on pourrait penser que c'est vrai, ça se trouve c'est tout à fait vrai, ça se trouve la personne se fait réellement harceler et en même temps, elle reste dans ce travail, donc elle a peut-être quelque chose à faire, peut-être quitter le travail, ou peut-être porter plainte, ou peut-être sortir de ce système d'une manière ou d'une autre. Mais vous voyez que même si la personne elle pose le problème dans l'environnement et que l'environnement est réellement problématique parce que ça arrive, ça ne signifie pas que l'on ne peut rien faire. Ça signifie simplement que la personne elle n'a pas conscience qu'elle a encore un pouvoir et qu'elle a un pouvoir sur ce qui lui arrive et qu'elle pourrait changer les choses en y mettant peut-être du temps, en y mettant peut-être des moyens, en y investissant probablement de l'énergie, mais en tout cas la situation est loin d'être désespérée. Maintenant, si je remonte d'un niveau, je vous l'ai dit, quand une personne pose la problématique dans son environnement, il va falloir la ramener sur elle. Autrement dit, lui faire prendre conscience qu'en fait elle a une influence sur l'environnement. Donc ce qui va venir influencer notre environnement, ce sont nos comportements. Nos comportements ont une influence directe. Je prends un exemple très simple, si je me mets à être extrêmement désagréable avec mon environnement et que je me mets à gueuler sur tout le monde, eh bien il y a une chance que les gens en retour se mettent à pas être super sympas avec moi. C'est tout à fait normal. J'influence comme ça mon environnement. Si je suis extrêmement, on va dire, laxiste et que je ne prends pas soin de mon environnement, c'est-à-dire que je range pas, je nettoie pas, je laisse les choses s'accumuler, autrement dit, je n'agis pas dans mon lieu de vie, par exemple, eh bien, très vite, mon lieu de vie va devenir un véritable bazar. Vous pouvez me dire aussi, de temps en temps, il pleut et du coup, je voudrais sortir, mais il pleut, donc c'est pas de ma faute, il pleut. Certes, vous ne pouvez pas agir directement sur la pluie, mais vous pouvez peut-être agir sur la perception que vous avez de la pluie. On reviendra là-dessus dans le niveau du dessus. Donc une personne qui va poser sa problématique dans son comportement, c'est une personne qui déjà a pris conscience que ce qui ne va pas, c'est elle en partie, et que c'est bien elle qui génère en partie en tout cas la problématique. Si la personne se fait harceler, eh bien ce n'est pas nécessairement de sa faute, c'est même probablement pas de sa faute, et en même temps, elle fait partie du problème puisqu'elle reste dans ce système. La personne pourrait vous dire quelque chose comme j'ai un problème, c'est que je reste dans mon travail alors que je me fais harceler. Et je sais que je devrais quitter ce boulot, mais pour des raisons que je ne m'explique pas, je n'y arrive pas. Dans ces cas-là, la personne, elle prend conscience qu'elle a sa part de responsabilité dans la situation. Elle n'est pas responsable de se faire harceler, mais en tout cas, elle est responsable de rester. Si je reprends l'exemple de la personne qui a mal au genou, elle pourrait vous dire, eh bien, en fait, j'arrive pas à m'arrêter de faire du sport, je fais tout le temps du sport alors que j'ai vraiment mal au genou et c'est vraiment dur pour moi.
La personne avec ses collaborateurs, dont je parlais tout à l'heure, elle pourrait vous dire quelque chose comme « Oh là là, c'est vrai que je suis tellement exigeant avec eux, je leur en demande plein, je leur en demande tout le temps, puis en plus je leur crie dessus, je leur hurle dessus quand ça ne va pas comme je veux. » Et du coup, ça pose un vrai problème parce que ça se ressent dans l'ambiance de l'équipe. Et bien là, la personne, de la même manière, elle prend conscience qu'elle est partie du problème, qu'elle n'est pas peut-être tout le problème, mais en tout cas, qu'elle a sa part de responsabilité dans le maintien du problème. Et qu'est-ce qui influence nos comportements? Eh bien, ce sont nos capacités, ce sont nos stratégies mentales et nos émotions. Alors, je fais une petite parenthèse. Certaines écoles ne considèrent pas les émotions dans les niveaux logiques et certaines les considèrent comme étant un niveau à part. Moi, je fais le choix de le mettre au niveau des capacités et des stratégies pour une raison très simple, c'est que je considère que les émotions sont une réponse stratégique inconsciente à un problème donné. Tout comme nos métaprogrammes sont des réponses stratégiques, la plupart du temps inconscientes, à un problème donné. C'est pour ça que je les mets sur le même plan. Et en plus, ça permet de faire un lien avec l'index de computation. On a parlé dans une vidéo sur les métaprogrammes qui dit que nos états internes sont influencés par nos comportements qui sont influencés par nos processus cognitifs, etc. et que ça marche dans tous les sens. Bref, fin de la parenthèse. Donc, qu'est-ce que sont nos capacités, nos stratégies et nos émotions? Je vais commencer par les émotions. Les émotions, c'est ce que je ressens. C'est ce qu'en PNL, on va appeler nos états internes. C'est les émotions, mais ce sont aussi les sentiments. Je ne ferai pas de distinction à ce stade-là entre émotions et sentiments, mais voilà, c'est la façon dont je ressens les choses à l'intérieur. Les capacités, c'est ce que je suis capable de faire. Par exemple, la PNL m'a donné la capacité à rentrer en communication profonde avec les gens qui sont en face de moi. C'est une capacité que j'ai acquise. J'ai aussi la capacité de m'exprimer en anglais, si je parle toujours de la communication. J'ai la capacité de créer un document de synthèse. Bref, des capacités, j'en ai énormément. Il y en a dont je suis totalement conscient et d'autres dont je ne suis pas conscient. L'intérêt d'un questionnement bien mené, d'ailleurs, ça va être de faire prendre conscience justement à la personne que l'on interroge de ses capacités, celles qu'elle a déjà et celles qui restent à acquérir. Quant à nos stratégies, eh ben, je vous l'ai dit, ce sont des stratégies mentales. Et pour ça, je vous renvoie aux vidéos sur les métaprogrammes, puisque les métaprogrammes se mettent à ce niveau-là, des niveaux logiques. D'ailleurs, pour expliquer la suite, je vais utiliser quelques métaprogrammes pour que vous compreniez bien. Si jamais ce que je vous dis vous semble pas tout à fait compréhensible, ben, je vous renvoie à l'autre série de vidéos sur le sujet. Je reprends mes 3 exemples de tout à l'heure. La personne, elle pourrait venir vous dire en disant « Oui, mon problème, c'est que moi, je suis super sportif. » La personne, avec son mal de genou, pourrait vous dire « Bien, en fait, moi, ce que je veux, c'est vraiment obtenir le même résultat qu'avant. Et du coup, j'ai beau avoir mal au genou, ben, moi, je suis complètement focalisé sur les performances que je faisais avant. Et du coup, c'est vraiment hyper important pour moi d'y arriver, etc., d'être aussi bon qu'avant. » Et là, en faisant ça, elle vous met, finalement, elle vous met sa problématique dans ses stratégies. C'est-à-dire qu'elle a une orientation résultat, en tout ou rien probablement, qui fait que, malgré son mal de genou, elle va continuer à se comporter comme avant et du coup, elle va aggraver la situation. Dans ce cas-là, la personne, elle pose sa problématique au niveau des stratégies, des capacités des stratégies. Reprenons maintenant l'exemple de la personne qui au travail a des difficultés avec ses collaborateurs. Elle pourrait vous dire quelque chose comme « Moi, mon problème, c'est que je suis incapable de me mettre à la place des autres. Je suis incapable de me mettre à leur place. Ils nous ont beau me dire qu'ils ont du travail, que c'est compliqué pour eux. Je ne comprends pas, moi. Je ne comprends absolument pas pourquoi ils me disent ça. Parce que pour moi, ça me semble complètement simple. Je ne vois pas en quoi il y a des difficultés là-dedans. Du coup, quand ils me disent qu'il y a des difficultés, je me dis « Mais ils sont vraiment nuls. » Et puis en plus de ça, ça me met en colère. Et là, vous voyez qu'au niveau des capacités des stratégies, eh bien, on a un métaprogramme de première position qui est un peu fort, c'est-à-dire que la personne est dans sa première position, elle n'arrive pas à se mettre en deuxième position, et qu'en plus de ça, elle est mismatch dans ces cas-là sur les autres, et le fait d'être en mismatch dans sa première position va générer de la colère. Donc on a à la fois de la capacité, en tout cas un manque de capacité à se mettre à la place de l'autre, on a de la stratégie mentale qui est de la première position plus, avec du mismatch sur l'autre, et une émotion qui est liée à tout ça, qui est la colère. Et tout ça va venir influencer donc le comportement, comme vous l'avez compris. Si je prends le troisième exemple, l'exemple de la personne qui se fait harceler, elle peut vous dire « Eh bien, moi, mon problème, c'est qu'il faut absolument que je garde mon boulot. Je ne peux pas faire autrement. » Et vous questionnez « Mais qu'est-ce qui se passerait si vous deviez quitter votre travail ?» Eh bien, dans ces cas-là, c'est pas possible, j'ai trop peur, je risque de me retrouver au chômage, et puis du coup, j'ai vraiment peur, moi, de me retrouver sans emploi. Et vous voyez donc ce qui tient la problématique, en tout cas à ce niveau logique-là, c'est son opérateur modal de nécessité, il faut que je garde mon boulot, mais qui est tenu elle-même par la peur d'être sans emploi. Et probablement derrière se cache une croyance que, bien sûr, on va aller explorer.
Mais dans ces cas-là, la problématique est posée au niveau des capacités des stratégies. Et ensuite, ce qui influence ma capacité et ma stratégie, ce sont mes croyances et mes valeurs. En fait, ce sont mes croyances qui vont générer mes valeurs. Je ne détaillerai pas ça dans cette vidéo, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo spécifique sur le sujet, mais gardez ça en tête, ce sont les croyances, c'est ce que je crois du monde qui va générer mes valeurs. Mes croyances et mes valeurs vont avoir une influence directe sur mes capacités, mes stratégies et mes émotions. Si je vis quelque chose complètement en lien avec mes valeurs, eh bien, il est probable que je ressente quelque chose de l'ordre de la satisfaction et que je me mette à être très match, en l'occurrence, sur la situation que je vis. Et donc, du coup, j'ai un comportement qui va être en adéquation avec cette capacité, cette stratégie, cette émotion, etc. Et du coup, ça va avoir une influence sur mon environnement. Je pense que vous avez compris la logique maintenant. Reprenons nos 3 exemples. Le sportif. Le sportif, il peut vous dire, eh bien, moi, je crois que le sport, c'est ma vie. En fait, si j'arrête le sport, je meurs. Et du coup, pour moi, non seulement si j'arrête le sport, je meurs, mais en plus de ça, il faut vraiment que j'obtienne des super résultats. Parce que si j'ai pas les résultats, ça veut dire que je suis en train de me dégrader, que mon corps il est en train de me lâcher, et du coup, ça va pas. Du coup, je continue à courir, etc., etc. Donc là, la personne, elle pose sa problématique au niveau de ses croyances. C'est bien ce qu'elle croit, que le sport, si elle arrête le sport, elle meurt, qui fait qu'elle va continuer à s'entraîner alors même qu'elle a mal au genou. Le deuxième exemple, l'exemple du chef qui a des difficultés avec ses collaborateurs, il pourrait vous dire oui, non, mais parce que moi, ce qui est vraiment important, c'est que les collaborateurs, ils obéissent, parce que finalement, on doit obéir au chef. Quand le chef, il parle, le chef a raison, point, c'est comme ça. Et en plus de ça, si je suis pas là pour leur dire ce qui va pas, qui va leur dire? Et en plus de ça, moi, mon boulot, c'est pas de leur dire quand ça va, parce qu'ils sont payés pour que ça aille. Moi, mon boulot, c'est de leur dire quand ça merde. Ok, si la personne, elle vous dit ça, vous voyez qu'elle vient de vous poser des croyances. Elle croit que le chef a toujours raison, elle croit que le boulot d'un chef, c'est de souligner que ce qui ne va pas et pas du tout ce qui va bien. Bref, elle vous pose ses croyances. Donc ces croyances-là vont faire qu'elle va être dans sa première position, puisqu'un chef a toujours raison. Il faut qu'il soit quand même assez solide dans ce qu'il pense, dans son modèle du monde, ce qui fait qu'il va être mismatch sur les autres. Bref, vous avez compris le déroulé, ça va aller jusqu'aux conséquences sur les collaborateurs. Le troisième exemple, l'exemple du harcèlement, la personne, elle pourrait vous dire « Oui, parce que en fait, depuis tout petit, moi, on me dit que c'est le travail qui fait un homme et que si je travaille pas, si je n'ai pas de travail, eh bien, je suis pas réellement un homme, je suis un chômeur et c'est pas pareil, je suis pas un vrai... ça va pas, je suis pas vraiment complet. Le travail, c'est hyper important, c'est ce qui fait un individu, par exemple. » Là, vous voyez que c'est une croyance. En quoi le travail fait un individu? Ça, il va falloir le découvrir chez cette personne. Donc, c'est bien une croyance qui va sous-tendre le fait que la personne elle a peur de quitter son travail parce qu'elle a peur de se retrouver au chômage, etc., etc., etc. Et ce qui fait qu'au final, elle va rester dans une situation qui est particulièrement inconfortable pour elle. Donc, qu'est-ce qui va avoir une influence sur mes croyances et mes valeurs? Ce sont mes identités et les missions que je vais y associer. Et quand je dis mes identités, c'est parce que nous avons chacun plusieurs identités. Alors, je vais m'arrêter un instant là-dessus, pour que vous compreniez bien. Si je prends mon exemple, je suis enseignant en PNL. Donc c'est une identité que j'ai choisie, une identité que j'ai construite. Mais je suis aussi le fils de mes parents. C'est une autre identité. Celle-ci, je ne l'ai pas choisie. C'est comme ça. Je suis aussi papa d'une petite fille. Celle-ci, je l'ai choisie. Bref, j'ai comme ça plusieurs identités qui, d'ailleurs, de temps en temps, ne sont pas tout à fait d'accord les unes avec les autres. En PNL, on a des outils formidables pour régler les conflits internes. Je dis ça entre parenthèses. Bref, mes identités, il y a des missions qui vont y être associées. Par exemple, mon identité d'enseignant PNL, ma mission, c'est de transmettre la PNL au plus grand nombre. Mon identité de papa, ça va être de guider ma fille finalement sur le chemin de la vie et faire en sorte qu'elle puisse construire une vie qui lui ressemble le plus en essayant de lui donner la meilleure éducation possible. C'est pas la même mission, même s'il y a des points qui se recoupent. Et l'enseignant en PNL, tout comme le papa, ont des croyances et des valeurs qui ne sont pas forcément les mêmes, même si encore une fois, il y en a beaucoup qui sont en commune. Le papa, par exemple, a une valeur amour paternel que n'a pas forcément l'enseignant PNL avec ses stagiaires, sinon ça ferait bizarre. Bref, vous avez compris, je n'ai pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes croyances. Encore une fois, il y en a beaucoup qui se recoupent, malgré tout. Et le fils que je suis n'a pas non plus les mêmes croyances et les mêmes valeurs. Encore une fois, même si beaucoup se recoupent, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Donc, poser une problématique au niveau de l'identité, encore faut-il savoir de quelle identité on parle. Et bien, ça va être en lien justement avec la problématique de la personne. Pour certaines personnes, peut-être que dans une identité, tout va bien se passer, dans une autre, ça va être la cata. Je prends l'exemple de mon chef de service, là. Ça se trouve, dans son identité de père, tout se passe bien, il a des belles valeurs, et c'est vraiment nourri, et c'est génial. Et du coup, il n'y a pas de problème. Ça se trouve, c'est uniquement dans le contexte professionnel qu'il y a un problème. Donc ça, je vais éventuellement devoir le découvrir pour voir si le problème est général à toute sa vie ou simplement contextualisé. Bref, je ferme cette parenthèse sur les différentes identités que nous pouvons avoir. Donc je vous le disais, ce qui va influencer mes croyances et mes valeurs, c'est mon identité et ma mission. Donc poser sa problématique en termes d'identité, ça donnerait quelque chose comme ça. La personne qui a mal au genou, elle peut commencer par dire « Moi, vous savez, je suis un grand sportif et je veux réellement être un exemple pour les autres. » Et du coup, en découle tout le reste. Parce que la personne, elle pense qu'elle est un grand sportif, elle a des croyances et des valeurs qui sont liées à ça, qui sont liées aux résultats, qui sont liées peut-être à la performance, et du coup, elle va se mettre à être focalisée sur les résultats qu'elle n'obtient plus, et du coup, elle va se mettre à s'entraîner alors même qu'elle a mal au genou, et du coup, au niveau environnement, son genou va aller de plus en plus mal, et ça va être de plus en plus la catastrophe. Le chef de service, peut-être qu'il va commencer par moi, vous voyez, moi, je suis le chef. Et du coup, comme je suis le chef, je dois être obéi, etc., etc. Et du coup, je suis mismatch sur les autres. Elle ne va pas vous le dire comme ça, mais en tout cas, je vois ce qui ne va pas chez les autres, je les recadre, je suis désagréable, je me mets en colère, etc., etc. Et ça a une influence sur mon environnement. Et là, la personne, elle vient vous poser sa problématique en termes d'identité. La personne qui se fait harceler au travail, elle peut vous dire « Non, mais mon problème, c'est que moi, je sais que en fait, je suis un incapable. Donc, ce boulot, il est hyper important pour moi parce que si je le quitte, ça va vraiment venir renforcer le fait que je crois que je suis un incapable. C'est le seul truc que j'avais à peu près réussi, mais vous voyez, je me sens vraiment nul, quoi. » Et là aussi, elle vient vous poser un problème identitaire. La personne, elle se définit elle-même comme étant un incapable. Elle ne vous dit pas « je suis incapable de faire ceci ou cela », elle vous dit « je suis un incapable ». Autrement dit, c'est identitaire. Et vous voyez que de cette perception de son identité va dérouler tout le reste. Sa peur de quitter son boulot parce que ça représente pour lui une réussite ou le peu de réussite sociale qu'elle pense avoir eu, etc., etc. Et ça en va découler le fait qu'elle va rester dans un environnement qui ne lui convient pas. Voilà pour les identités et les missions. Et qu'est-ce qui influence mes identités et mes missions? Ce sont mon ou mes groupes d'appartenance. Alors, qu'est-ce que c'est que les groupes d'appartenance? C'est tout comme l'environnement extérieur à moi. Je prends quelques exemples. Ma famille peut être un groupe d'appartenance. Les communautés dans lesquelles j'évolue peuvent être des groupes d'appartenance. L'entreprise à laquelle j'appartiens peut être aussi un groupe d'appartenance. L'humanité, pourquoi pas, peut être aussi un groupe d'appartenance. On va aussi retrouver là toute la dimension spirituelle, voire la dimension religieuse à ce niveau logique-là. Mais vous voyez que même si je me sens soutenu dans mes démarches par des entités bénéfiques qui guident mes pas, c'est quand même extérieur à moi. La différence avec de l'environnement, c'est que je vous l'ai dit, ça va avoir une influence directe sur mon identité. Si une personne vous dit, oui, en ce moment, je suis dans mon boulot, ça se passe plutôt bien, mais vous savez, moi, le jour où ça m'ennuie, je changerai d'entreprise et ça ne me pose aucun problème. Là, clairement, l'entreprise est dans l'environnement parce qu'on voit que ça n'a pas réellement d'influence sur son identité. Mais si la personne, elle vous dit « ça fait 40 ans de ma vie que je m'investis à fond pour cette entreprise, je dors, je mange, je vis uniquement pour cette entreprise et c'est toute ma vie et le jour où j'ai reçu ma médaille du travail là, de 40 années de bons et loyaux services, vous ne pouvez pas savoir la fierté que j'ai eue, je me suis senti vraiment important pour cette entreprise. » Là, on voit que l'entreprise, ce n'est pas l'environnement, ça a une influence directe sur la perception qu'elle a d'elle-même, c'est une influence directe sur son identité. Et dans ce cas-là, l'entreprise fait partie de l'appartenance et non pas de l'environnement. Donc, il faut être très vigilant à ça. De la même manière, si une personne vous dit « quand je suis face à mes parents, je me sens comme être un petit garçon et quand mon père me gronde, je me sens hyper mal, j'ai beau avoir 50 ans, quand mon père me fait un reproche, je ne sais plus où me mettre, ça ne va pas du tout. » La personne, face à ses parents, c'est plus l'adulte de 50 ans, c'est le petit garçon. Donc vous voyez, ça a une influence sur son identité. Elle va changer d'identité parce que son groupe d'appartenance va venir influencer donc cette identité. Donc voilà pour faire la distinction entre groupe d'appartenance et environnement. C'est intéressant de constater que quand la personne pose sa problématique au niveau de son appartenance, c'est aussi une forme de déresponsabilisation puisqu'elle ne prend pas la responsabilité finalement de la problématique. Ce n'est pas de sa faute, c'est la faute de son groupe d'appartenance. Et de la même manière, donc l'idée, ça va être de la ramener à elle.
ou de la faire changer de groupe d'appartenance. Il y a différentes techniques pour ça, je ne vais pas rentrer là-dedans dans cette vidéo, mais sachez que c'est tout à fait possible de changer, de choisir ces groupes d'appartenance pour pouvoir se sentir mieux et évoluer favorablement. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes d'appartenance qui vont être beaucoup plus délétères, beaucoup plus malsains que d'autres. Si je prends tous les groupes sectaires, par exemple, ou tous les groupes d'extrémisme religieux, voire d'extrémisme politique, eh bien, ce sont des groupes d'appartenance qui vont avoir tendance à exclure le monde externe. C'est-à-dire que nous avons la vérité et les autres, non. Les autres ne valent rien. En étant dans ce genre de groupe d'appartenance, vous allez développer une identité. D'ailleurs, il va falloir avoir une identité forte liée à ce groupe d'appartenance pour pouvoir rester dans ce type de groupe. Et ce type de groupe est malsain dans la mesure où il va rejeter l'extérieur. Donc du coup, vous, dans votre identité, vous allez construire une identité qui est liée qu'à ce groupe-là et vous allez aussi rejeter l'extérieur. Mais ce qui est plus vicieux, c'est que dans ces cas-là, ce type de groupe d'appartenance a tendance à venir détruire même votre propre identité, à venir réduire l'image de votre identité. C'est-à-dire que vous n'êtes plus un individu à part entière, vous n'êtes qu'un rouage ou qu'un maillon de cette chaîne, de ce groupe d'appartenance. Vous perdez votre identité propre. Et c'est comme ça que l'on peut expliquer que des personnes soient prêtes à aller faire des attentats kamikazes, tout simplement parce qu'elles ont un groupe d'appartenance extrêmement malsain dans lequel elles se reconnaissent pourtant totalement, et elles sont prêtes à détruire leur propre identité pour pouvoir satisfaire le groupe. Donc vous voyez que le groupe d'appartenance a une véritable influence sur nous. Donc si je veux avoir une vie saine, une vie riche, eh bien j'ai intérêt à appartenir déjà à plusieurs groupes d'appartenance. Par exemple, moi je suis enseignant PNL, je vous l'ai dit, donc j'appartiens au groupe des enseignants PNL, je me sens lié à tous les PNListes de France et de Navarre et même du monde, mais je me sens aussi en tant que papa lié à ma famille, un autre groupe d'appartenance, en tant que fils lié à mes parents, à ma sœur, et c'est aussi un autre groupe d'appartenance, mais je me sens aussi lié à la communauté des humains, des Européens, voire du monde entier. C'est aussi un autre groupe d'appartenance dans lequel je me reconnais. J'ai des groupes d'appartenance variés et multiples. Et du coup, si jamais je venais en avoir un qui viendrait à dysfonctionner, parce que ça arrive, j'ai d'autres groupes d'appartenance auxquels me raccrocher. Donc le danger, c'est d'en avoir qu'un, vous l'avez compris, surtout si celui-ci est extrêmement malsain. Donc je reprends mes exemples. Si la personne qui fait du sport, elle vous dit, ben oui, le problème c'est que moi, ce club de sport, c'est toute ma vie, j'en suis le représentant, j'en suis le président, et du coup, si jamais mon genou ne se répare pas, je vais devoir quitter ce club, et c'est toute mon existence qui va être mise en question. Ah, vous voyez, la problématique, elle est dans l'appartenance. Si je prends le cas du chef, il peut vous dire quelque chose, ouais, non, parce que moi, vous savez ce que je veux vraiment, moi. Toute ma vie, je me suis battu pour être le chef parce que je veux que mon père il soit fier de moi et je veux montrer à mon papa que je suis capable de réussir. Et là, vous voyez que c'est aussi son groupe d'appartenance qui va venir avoir une influence directe sur son identité, puisque c'est pour montrer à son papa que la personne elle veut réussir, c'est pour montrer à son papa qu'elle est devenue chef. Donc c'est bien l'appartenance qui va venir influencer son identité. La troisième personne pourrait vous dire, eh bien, la personne qui se fait harceler, elle pourrait vous dire, mais moi, mes enfants et ma femme, ils ont besoin de moi, hein, si je quitte mon travail, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, mais c'est pas possible, je peux pas, mais qu'est-ce qu'ils vont imaginer que je suis, mes enfants, ma femme. Oh, et là, vous voyez que de la même manière, c'est mon groupe d'appartenance qui va venir avoir une influence directe. C'est pas mon environnement, c'est mon groupe d'appartenance. Dans le groupe d'appartenance, je vais développer aussi tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, parce que je peux me sentir aussi relié à quelque chose qui me dépasse, et je peux tout à fait me sentir relié à Dieu, à des anges, à des guides de lumière, etc. Ça reste de l'appartenance. Et c'est un groupe d'appartenance tout aussi valable que les autres, à partir du moment où mes guides de lumière, mes anges, ils ne me poussent pas à faire n'importe quoi, évidemment. J'espère que ça éclaire un petit peu sur les niveaux logiques, et j'espère que vous avez compris que quand une personne elle vient, elle va vous poser une problématique à un niveau logique. Mais ce n'est pas forcément à ce niveau logique que va jouer le réel problème. Donc du coup, il va falloir remonter le questionnement ou le descendre si la personne elle vient directement avec l'appartenance pour voir où se situe réellement le problème. Si une personne elle arrive avec un problème qu'elle pose au niveau de son comportement, il y a très peu de chances que le problème soit réellement au niveau de son comportement. Il y a une chance que ce soit au niveau des capacités, des stratégies, voire des croyances, voire même de l'identité, voire de l'appartenance. Il y a une chance que la problématique se situe au-dessus. Donc, on va devoir dérouler les niveaux logiques, explorer avec le client sa propre carte pour comprendre réellement d'où vient le problème. Si on ne fait pas ça, le risque c'est d'intervenir au mauvais niveau logique. Et du coup, eh bien, obtenir des résultats de surface, peut-être simplement faire un déplacement de symptômes, mais pas régler le problème du tout.
Voilà, j'espère que cette vidéo sur les niveaux logiques vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série de vidéos.